Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez pour l'après-info, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce lundi, un homme de 35 ans a perdu la vie à Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Il se trouvait hier dans une structure gonflable d'un parc de loisirs qui s'est envolé avec le vent. Sa fille, qui était avec lui, est grièvement blessée. Elle est à l'hôpital de la Timone à Marseille où nous serons dans un instant avec Adélaïde Malavo. 32 blessés légers, c'est le bilan du spectaculaire accident survenu hier à Cannes entre deux bus qui ensuite ont embouti 15 véhicules de roues. Nous serons sur place avec notre reporter Benoît Ruiz dans ce journal. Ma vie a été bouleversée. Le témoignage d'Eddy sur BFM TV, cet homme de 22 ans accuse des policiers de l'avoir passé à tabac en marge d'émeute à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Il dit ne pas en vouloir à l'ensemble des policiers. C'est un drame qui a coûté la vie à un père de famille de 35 ans hier après-midi dans un parc aquatique de Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Il se trouvait avec sa fille dans une structure gonflable qui s'est envolée. Adélaïde Malavo, vous êtes devant l'hôpital de la Timone à Marseille où se trouve la petite fille de 4 ans grièvement blessée. Oui, effectivement, on se trouve avec Philippine David devant l'hôpital de la Timone à Marseille depuis ce matin. C'est là où a été prise en charge la petite fille de 3 ans et demi après avoir été emmenée par les services de secours. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'état de santé actuel de la petite fille. Ce que l'on sait, c'est que son pronostic vital est toujours engagé. De son côté, le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a pris la parole cette nuit sur ses réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook pour annoncer le décès du père de famille de 35 ans, le père de famille qui avait été élitreillé depuis Saint-Maximin-la-Sainte-Baume jusqu'à l'hôpital de Marseille-Nord aux alentours de 15 h. C'est ce qui s'est passé aux alentours de 15 h. Nous, on est allés sur place avec Philippine David et ce qu'on a vu sur place, c'était des gendarmes qui positionnaient des balises sur place à l'endroit où devait être positionnée la structure gonflable qui, donc, je le rappelle, s'est envolée sur une 50aine de mètres et emporté avec elle justement les deux individus. On avait pu également voir une autre équipe de gendarmerie, cette fois-ci spécialisée, qui sont arrivés à bord d'un hélicoptère pour le coup et qui, selon ce qu'ils nous ont expliqué, étaient là pour faire des prises de vue aériennes et puis ensuite pour venir au sol faire des analyses pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Le parquet excusez-moi. Le parquet de Draguignan a, quant à lui, ce matin requalifié l'affaire pour homicide et blessure involontaire. Merci beaucoup Adélaïde Malavo avec Philippine David en direct de Marseille pour BFM TV. Une voisine qui habite juste à côté du site où cela s'est produit a assisté à la scène hier après-midi. Elle raconte les faits au micro de Tom Ferrara. J'étais dans le jardin, donc la maison juste derrière, avec mes 4 amis. Et on a tous vu d'un coup la structure donc au-dessus des arbres. Elle était dans le ciel ici, donc à 50 mètres de hauteur. Ça nous a tout de suite choqués. Et donc moi, on a vite fait le tour, on est vite venu voir. On a vu les 2 personnes inanimées par terre. Et on est venu porter secours, aider les secouristes, tout ça, à essayer de soulever la structure pour regarder s'il n'y avait pas d'autres personnes dedans. Bon, il n'y avait personne, c'était très lourd à essayer de soulever parce que la structure, il y avait de l'eau et de l'air dedans, donc forcément voilà. Donc on a dû prendre des couteaux, des machettes, etc. pour essayer de la crever au maximum et heureusement, il n'y avait personne. Donc le bilan était à 2 victimes déjà quand même. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu, Mais il y avait beaucoup de vent hier, il y avait beaucoup de vent. Ouais, je suis un peu énervée de la situation et triste surtout pour la famille parce que j'ai tout vu et d'entendre la maman dans cet état crier pour sa fille et le père, c'était horrible. Avec nous en plateau, Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. Mélanie, l'enquête ouverte par le parquet de Draguignan a été requalifiée depuis la mort du père de famille. Elle est désormais ouverte pour homicide et blessure involontaire. Oui, parce qu'en fait, il va s'agir de déterminer si une responsabilité pénale peut être engagée s'il y a en fait eu des manquements dans cette organisation. Alors pour ce faire, on l'a vu sur ces images, l'enquête elle a débuté sur le terrain hier notamment. Les gendarmes qui ont commencé les constatations techniques, ils ont notamment fait un survol du parc en hélicoptère. Là, le but c'est de faire des prises de vue aériennes pour comprendre le fonctionnement du site. Et puis, il y a des constatations au sol qui ont également été effectuées. Les gendarmes, là, vont devoir déterminer l'état du château gonflable
avant l'accident, quel était notamment aussi le type d'ancrage au sol, s'il a bien été réalisé. Et puis administrativement, là, ils vont vérifier, ces gendarmes, s'il y a eu des contrôles de sécurité qui ont été effectués. Et puis la météo également va pouvoir être étudiée par les enquêteurs. Les bourrasques de vent étaient-elles prévisibles? On sait qu'au-delà de 38 km/h, eh bien, ces structures gonflables doivent être démontées. Hier, ces bourrasques étaient équivalentes à environ 50 km/h. Donc, encore une fois, est-ce que ces bourrasques étaient prévisibles? C'est l'une des questions de cette enquête. Et puis les gendarmes enfin vont pouvoir entendre de nombreuses personnes, que ce soit des auditions de témoins ou encore le propriétaire de la structure gonflable. Merci pour ces précisions, Mélanie Vecchio. Bonjour à vous, Stéphane Averti. Vous êtes directeur associé de C2J, un fabricant de châteaux gonflables, comme ceux qui sont impliqués dans cet accident. Vous proposez, vous, ces structures à des exploitants qui, eux, ensuite les installent. Vous leur donnez donc les règles, les consignes de base techniques pour les appliquer. Comment est-ce que ce genre de structures sont ancrées au sol ? Alors avant toute chose, bonjour à tous. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les victimes et leurs familles dans le cadre de ce terrible événement. Pour répondre à votre question, donc nous, C2J, aujourd'hui, on est le seul et unique fabricant de jeux et structures gonflables en France. Donc on s'assure, au travers de notre processus de fabrication, que la fameuse norme EN 14960, dont vous entendez parler depuis quelques temps, est respectée, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de points d'ancrage sur nos structures, que nos hauteurs de murs sont conformes de manière à ce que les enfants ne chutent pas. Et ensuite, et vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la manière de transmettre à nos clients, on leur délivre une attestation de conformité et une notice d'utilisation qui, effectivement, précise que tous les points d'ancrage doivent être fixés avec, en l'occurrence, je pense que c'était le cas dans l'événement que vous décrivez, avec ce qu'on appelle des gros piquets, des sardines qui, à minima, doivent faire 38 cm de longueur. Concernant la force du vent, quelle puissance de vent ça peut surmonter et supporter ce genre de structure? J'aurais tendance à dire la règle est claire. Elle est claire, elle est écrite dans cette norme. C'est un maximum de 38 km/h pour ne pas prendre de risques, soit une échelle 5 sur l'échelle de Beaufort. 5 sur combien? Parce que là, justement, Météo France rappelle qu'hier, le vent soufflait à 55 km/h. On est donc au-delà de la limite que vous citez, des 38 km/h. Dans cette partie du Var, hier, ça avait donc de quoi emporter cette structure. C'était prévisible, selon vous? Alors, prévisible, je ne sais pas, risqué, clairement. Donc il fallait ne pas ouvrir la structure, par précaution. Je vous redis, la règle est écrite, on donne des préconisations à nos clients. Je pense que j'ai vu également une interview d'un exploitant il y a quelques jours qui vous a confirmé exactement la même chose que moi, c'est-à-dire au-delà de 38 km/h. Pensons que c'est pas raisonnable. Mmh. Qui vérifie par ailleurs si tout est correctement installé une fois que l'attraction, l'animation est mise en place? Est-ce qu'il y a des contrôles? Alors le contrôle, il n'est plus dans les mains du fabricant que nous sommes. Là, il est dans les mains de l'exploitant qui, lui, de son côté, doit faire passer des organismes de contrôle type APAV ou autres pour s'assurer qu'il exploite dans des conditions de sécurité tout à fait normales et acceptables. Alors là, on parle d'une structure de 20 mètres sur 20. Ça pèse combien, ce genre de structure? À plus d'une tonne. À plus d'une tonne. Est-ce que vous avez, dans votre connaissance de professionnel, est-ce que vous avez déjà eu écho d'autres incidents survenus de cette sorte? En France, non. En France, non, clairement. Merci beaucoup Stéphane Averti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc directeur associé de C2J, qui est fabricant donc de châteaux gonflables, l'unique fabricant de châteaux gonflables en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans l'actualité également de ce lundi, ce spectaculaire accident de bus à Cannes. Hier vers 19h, un bus en a percuté un autre avant d'emboutir des 2 roues. Au total, 32 personnes ont été blessées. Benoît Ruiz, on vous retrouve sur place. Benoît, on s'oriente vers un problème technique sur le bus? Oui, une défaillance technique peut-être, une pédale d'accélérateur qui est restée coincée. En tout cas, l'enquête le dira, menée par la sûreté urbaine de Cannes. On va vous montrer comment ça s'est passé. En fait, le bus est arrivé du fond à 60 km/h. Il était devenu carrément incontrôlable et donc il est venu ici s'arrêter, terminer sa course. Mais il y a eu évidemment des dégâts. Alors, il a également croisé un bus et c'est dans le choc avec ce bus qu'une trentaine de personnes ont été blessées. Et donc, il s'est arrêté ici
Regardez sur ces images de Christopher Lhomme, on voit clairement les motos et les scooters qui ont été pulvérisés. Il y a également le pare-brise du bus. Alors forcément, grosse frayeur pour les habitants, pour les touristes qui sont nombreux évidemment en cette saison. Je vous propose d'écouter quelques personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Elles sont au micro de Christopher Lhomme. On a vu le bus arriver à toute vitesse sur le sens inverse. Il est passé à 60-65 km/h. Et on entend juste des gros booms et là il est rentré sur tous les scooters. Là il y a mon scooter épave là. 5 minutes avant, oui, j'ai été chercher des pièces dans le coffre, donc j'aurais pu faire partie d'être écrasé, quoi. En fait, j'étais sur la trajectoire du bus et d'un coup je bifurque. Quand je le vois arriver, quand j'ai vu qu'il ne rentrait pas dans l'autre bus, et là je commence à courir, j'ai sauté, là j'ai dit c'est peut-être m'écraser ou quoi que ce soit. Et là il y avait plein de monde qui commençait à courir et moi je commençais à avoir des vertiges et tout ça. Et après je vois les pompiers qui arrivent, et après ils m'ont embarqué et tout ça, et c'était vraiment un choc, quoi. Alors la majorité des blessés l'ont été dans les deux bus différents. En tout cas, c'est un véritable miracle ici. Aucune personne décédée à l'issue de cette embardée un peu folle. Et donc l'enquête dira ce qui s'est exactement passé. Mais on peut véritablement parler de miracle hier soir à Cannes à l'occasion de cet accident de bus. Merci Benoît Ruiz avec Christopher Lhomme en direct de Cannes pour BFM TV. On en vient à présent à ce témoignage sur BFM TV, celui d'Eddy, ce jeune homme de 22 ans à qui on a dû retirer une partie du crâne, victime d'un tir de LBD, un lanceur de balles de défense. Il accuse les policiers de l'avoir passé à tabac dans la nuit du 1er au 2 juillet, en marge des émeutes qui avaient alors lieu à Marseille. Il dit aller mieux et il a donné sa version des faits. Moi, j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. Mais je m'estime heureux d'être là. Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là. Donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque. Il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite, une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir, en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les quatre, en fait, ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque. M'ont frappé avec leurs gants. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Dans cette affaire, 4 policiers sont soupçonnés d'avoir frappé Eddy. L'un d'entre eux est incarcéré depuis le 21 juillet, ce qui a provoqué la colère de nombreux policiers. Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police FO a réagi aux propos d'Eddy sur notre antenne. Vous êtes en train de me parler de l'institution police avec une affaire qui est en cours et avec un témoignage chargé d'émotion. Donc ça m'est difficile de répondre d'une manière générale. Alors je vais commencer par les émotions que je comprends. À partir du moment où on a quelqu'un de blessé qui témoigne, c'est toujours chargé d'émotion. Et c'est vrai que je réponds régulièrement que nous avons des centaines de policiers qui ont été blessés, qui se sont fait tirer dessus à balles réelles pendant ces émeutes. Et là, il n'y a pas de témoignage et on n'entend pas l'émotion des policiers. Et tout de suite, l'écho. Entreprendre et construire un climat d'avenir. Votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour Pierre Kupferman. Bonjour Pierre. Alors on est à un an maintenant des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Et cette question, est-ce que la capitale a retrouvé son aura d'antan auprès des touristes ? Alors, les derniers chiffres dont on dispose sont ceux d'Atout France. Ils portent précisément sur les arrivées de touristes étrangers en France par avion. Et pour les 3 premières semaines de juillet, on voit qu'on est quand même encore 15%
en dessous du niveau d'avant la crise Covid. Ce qui veut dire que pour retrouver ce niveau de 2019, il faudrait qu'il y ait une cinquantaine de milliers de touristes étrangers en plus chaque semaine. 50 000 touristes par semaine, c'est pas rien. Non, effectivement, d'autant que cet été, les Français qui ont choisi de partir à l'étranger sont un peu plus nombreux. Mais le problème, il est quand même bien identifié, c'est la clientèle asiatique qui manque à l'appel. Les Chinois, évidemment, 2 tiers de moins qu'en 2019, mais vous avez aussi les Japonais, moitié moins, et les Sud-Coréens. Et puis des touristes justement asiatiques qui reviennent souvent de France avec beaucoup de produits, des produits de luxe notamment. Vous avez raison, et cette clientèle, elle manque encore cruellement aux grands magasins parisiens, même si dans le même temps, il y a cet été davantage d'Américains, beaucoup plus de Canadiens qu'en 2019. Ce sont des touristes qui sont venus cette fois avec un dollar plus fort qu'il y a 4 ans, si on compare avec l'euro, et qui sont donc quand même en mesure de dépenser davantage. Donc Pierre, 15% de touristes étrangers de moins qu'en 2019, ça ne veut pas dire 15% de rentrée financière en moins? Absolument pas. On n'a pas encore les chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, déjà, avec toujours ce fort déficit en touristes asiatiques, eh bien, les recettes ont dépassé déjà le record de 2019, 58 milliards quasiment. Les professionnels du tourisme, en fait, ils ont sensiblement relevé leurs tarifs, ce qui a permis de compenser en fait ce fort déficit en touristes asiatiques. Et puis donc pour cette année 2024, l'année prochaine, on peut tabler sur une arrivée massive donc de touristes étrangers et un nouveau record. Écoutez, c'est assez probable puisqu'on attend quand même 15 millions de touristes rien que pour cet événement, avec d'ailleurs des prix pour l'hébergement qui s'envolent en Ile-de-France, puisque sur Airbnb et sur les autres plateformes de location, de logement, de chambres pour une semaine ou quelques jours, eh bien vous avez déjà des nuitées qui s'annoncent 6 fois plus chères qu'à l'ordinaire, à tel point d'ailleurs que le ministère du Tourisme a obtenu de ces grandes plateformes qu'elles mettent en place un système d'alerte pour que, quand le prix proposé est anormalement élevé par rapport aux autres, celui qui s'apprête à dire oui ou non soit informé que ce prix est quand même anormal, et ça, évidemment, n'empêchera pas les étrangers de payer le prix affiché, mais ça devrait quand même les inciter à comparer davantage pour éventuellement trouver moins cher. Merci Pierre. Merci. Entreprendre et construire un climat d'avenir. C'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. On évoque à présent la guerre en Ukraine avec des documents inédits. 2 vidéos filmées par des drones ukrainiens ces derniers mois montrent des soldats russes se suicider au combat. S'agit-il de cas isolés? Comment l'expliquer? C'est une enquête de nos envoyés spéciaux sur place, Benoît Ballet et Théo Touché. C'est au volant de son pick-up, dans la nuit noire de l'Est ukrainien, que Yevhen revient d'une longue journée sur le terrain. C'était trop calme aujourd'hui, vraiment trop calme. On s'attendait à voir l'ennemi, à observer des engins ennemis. On a scruté jusqu'à 7 km de front, mais ils ne sont pas venus. On leur avait promis une bataille, mais ils ne se sont pas montrés. Aujourd'hui, c'était très calme, mais ce n'est pas toujours comme ça. Un jour de mars dernier, en particulier, a marqué les hommes de cette unité. Les Ukrainiens sont sur le point de conquérir une tranchée ennemie dans la région de Bakhmout. Blessé par l'explosion, ce soldat russe vient de prendre une décision irréversible. Il retourne son arme contre lui et s'apprête à appuyer sur la gâchette. 4 mois plus tard, nous retrouvons le pilote du drone à l'origine de cette vidéo. Devant ces images qu'il ne connaît que trop bien, cet homme s'autorise d'abord à nous parler avec son cœur. On a d'abord été surpris et choqués. Avant que la guerre ne reprenne le pas sur ses propos. Qu'est-ce qui vous a choqué? Eh bien, ça n'arrive pas tous les jours qu'un Russe se tire une balle. Il a réalisé qu'aucun secours n'arriverait jusqu'à lui et qu'il allait mourir dans la douleur, dans ce terrier devant lequel des corps de soldats russes étaient déjà entassés. Il a compris qu'il allait devenir l'un d'entre eux. Il y a plusieurs semaines, un obus de mortier russe a blessé Andriy au mollet. Un de ses camarades est décédé malgré la proximité des secouristes de son armée. Pour cet ancien comptable, Ukrainiens et Russes n'ont rien de comparable.
Dans notre armée, même si l'évacuation paraît impossible, nos gars y vont quand même. Aucun de nous n'est laissé dans le pétrin. Et dans le cas de cette vidéo, c'est assez évident que personne n'est venu à la rescousse, que personne n'est venu aider. Ces soldats, ils étaient seuls là-bas. Ils y avaient été envoyés pour servir de chair à canon, pour mourir. D'autant que cet homme n'est pas le seul à avoir filmé un soldat russe se tuer. Une seconde vidéo, enregistrée en mai par une autre brigade ukrainienne, montre une scène similaire. L'ennemi, blessé, n'est pas secouru par les siens et choisit lui aussi de mettre fin à ses jours. On a fait face à de nombreuses situations comme celle-ci. Depuis l'intérieur de la base arrière de son unité, Yevhen nous décrit un phénomène loin d'être isolé. Il y a eu des fois où, quand nos soldats ont pénétré des positions russes, on s'attendait à voir des blessés. Et on a trouvé des hommes de Wagner qui tenaient sur eux une grenade pour se tuer. On a rencontré beaucoup de situations comme celle-ci. D'après ce pilote de drone, de nombreux soldats russes préfèrent se suicider plutôt que d'être faits prisonniers. Ce qui les empêche de se rendre, c'est la propagande. J'en suis certain. La propagande en Russie est si forte qu'elle est capable de retourner le cerveau de ces hommes. Ils croient fermement que si on les capture, on va les humilier, on va leur couper la tête. Je ne sais pas ce que leurs officiers leur racontent, mais ils y croient. 14h20, restez sur BFM TV à suivre le témoignage d'Eddy sur BFM TV. Ce jeune homme amputé d'une partie du crâne après avoir été blessé en marge des émeutes début juillet à Marseille, un Marseillais de 22 ans qui dit ne pas en vouloir à tous les policiers. On l'écoutera dans notre journal de 14h30. À tout de suite. Il y a ceux qui font l'info. Nous avons trouvé ce matin un accord. La réforme, oui, lâchée en ligne. Et ceux qui l'expliquent. On voit que le pays bascule dans un moment de tension. Demain, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité pour tout le monde. Sur BFM Story, plus besoin de choisir. Que répondez-vous à ce que vous venez d'entendre sur le plateau? Pendant 2 heures, chaque jour, le plus célèbre des duos convie acteurs et commentateurs pour refaire l'info autrement. Les débats sont toujours animés dans BFM Story. BFM Story, présenté par Alain Marchal et Olivier Truchot, du lundi au jeudi à partir de 16h50, en direct sur BFM TV. PixPay, c'est la carte de paiement des ados copilotée par les parents. Vous versez son argent sur sa carte, c'est instantané. Il apprend à gérer ses finances, vous suivez ses dépenses. Et en ce moment, découvrez nos éditions limitées One Piece. À commander dès maintenant sur pixpay.fr. J'ai toujours adoré les enfants. En 2017, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai obtenu mon diplôme CAP Petite Enfance en 1 an avec le CEF. Et aujourd'hui, je suis auxiliaire de vie scolaire. Moi, j'ai obtenu mon diplôme tout en continuant mon travail. Et aujourd'hui, je suis ATSEM en école maternelle. Je participe à l'éveil des enfants. Je voulais gérer mon temps et continuer de travailler à côté. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie et c'est le plus important. Le CEF, c'est un apprentissage simple, à distance, avec plus de 93% de réussite à l'examen du CAP Petite Enfance. Rendez-vous sur centre-européen-formation.fr. Moi, j'ai économisé 9 175 € sur mon crédit immobilier. Moi, 380 € sur mon assurance auto. Et nous, 17 315 € sur notre assurance emprunteur. Moi, j'ai économisé 392 € sur ma mutuelle. Moi, 793 € sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur vos économies avec meilleur taux? Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur BFM Nice Côte d'Azur. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installez chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 € pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bienvenue chez Potrel Sofa. Voulez-vous tester nos canapés dernière génération en les essayant vraiment? Avec la collection famille, la dernière génération, et pour tout le monde. Essayez, c'est aussi réglable. Le canapé Venerano est à 1 449 €.
Regardez ce bel espace. Et le canapé Olza avec lit coulissant est à 959 €. La dernière génération, à ces prix-là, elle plaît à toute la famille. En plus, les modèles en exposition sont en livraison rapide. Oltre le sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Chers voisins, voici des livres que nous avons lus et relus et nous aimerions vous en faire profiter. Vous trouverez de tout, des romans, de la poésie et même des livres de recettes faciles à faire. Enfin, en théorie. Bref, on espère qu'ils vous plairont autant qu'à nous. PS, Charlie l'éléphant est très efficace pour endormir les enfants. Et pour vous, c'est quoi la mobilité plus abordable? Tant que j'aurai besoin de ma voiture, c'est de pouvoir contrôler mon budget auto. Dans les garages AD, nos forfaits entretien sont à partir de 79,90 €. Faites votre devis en ligne et prenez rendez-vous sur ad.fr. AD, c'est sûr. Parce que votre chat fait partie de la famille, assurez-le. Santé Vet, leader de l'assurance santé animale recommandé par 96% des vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. Sur Paramount+, on est plus proche qu'on ne l'a jamais été. Un agent sous contrat ou une lionne? Une lionne, monsieur. par le co-créateur de Yellowstone. On localise les épouses et les filles de ces cibles prioritaires. On place un agent dans leur entourage et on élimine la cible. Faut qu'on se tire! Ils l'ont démasqué! C'est le détonateur! Tirez! Il ne faut pas oublier pourquoi on se bat. Opération spéciale Lioness. Exclusivement sur Paramount+. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Bon anniversaire! Des moments de vie rendus possibles par la recherche médicale. Donnez du sens à votre patrimoine en faisant un leg à la Fondation pour la recherche médicale. Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez Marion de la Fondation pour la recherche médicale au 0805 216 216 ou sur frm.org. Centre-européen-formation.fr. Vous accordez une place centrale au bien-être et aux pratiques naturelles? Devenez naturopathe avec la formation à distance du Centre européen de formation. Réaliser un bilan de vitalité. Établir un protocole personnalisé. Un programme de 500 heures pour acquérir toute l'expertise et s'établir en tant que professionnel de la naturopathie. Étudiez où vous voulez, quand vous voulez. Testez dès maintenant notre plateforme e-learning et découvrez votre premier cours gratuit. Phytothérapie. Rendez-vous sur centre-européen-formation.fr. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel, Trivago. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Bonjour, avant l'arrivée d'un fort coup de vent entre mardi soir et mercredi matin dans le nord-ouest de la France, on aura l'occasion évidemment de le surveiller. Eh bien, déjà beaucoup de monde dans le ciel avec de très nombreux nuages qui nous apportent des pluies parfois copieuses. C'est le cas en ce moment de la Bretagne à la Normandie en remontant vers les frontières du nord-est. Pour demain matin, eh bien, cette petite dégradation aura glissé dans l'intérieur du territoire entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est avec d'ailleurs des pluies toujours assez copieuses à caractère orageux. À l'arrière, ciel de traîne typique avec des nuages parfois menaçants, quelques ondées toujours
toujours du vent, notamment entre le Cotentin et la Côte d'Opale. À l'avant, le ciel va changer un tout petit peu avec l'installation d'un voile nuageux et ce vent qui restera sensible. On va de nouveau, évidemment, surveiller le risque d'incendie, notamment sur les départements qui bordent la Méditerranée. Dans l'après-midi, la perturbation face aux hautes pressions aura quasiment disparu. On trouvera quand même quelques nuages supplémentaires et déjà l'entrée d'une nouvelle dégradation dans l'ouest sur la Bretagne avec des nuages, avec des pluies et donc un très très net renforcement du vent en soirée. Il sera, je vous le rappelle, à surveiller. Alors les températures vont dégringoler d'ici jeudi sur le territoire. On voit déjà le changement depuis quelques jours sur les régions du Nord. 14 degrés pour demain matin à Cherbourg, déjà 22 degrés pour Perpignan. Et dans l'après-midi, ça va baisser également sur les régions les plus au sud. 25 pour Bordeaux, 26 à Clermont-Ferrand et une vingtaine de degrés quand même tout au bout de la Bretagne. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. À la une de la première fois à 14h30, des violences policières, il y en a toujours eu, mais en aucun cas je n'en voudrais à l'ensemble des policiers. Au micro de BFM TV, Eddy, le jeune homme victime présumé d'un tir de LBD et d'un passage à tabac par des policiers à Marseille, nous livre son témoignage. Réaction à venir également d'un syndicaliste policier. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires alors qu'une structure gonflable s'est envolée hier à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Un homme de 35 ans est décédé, sa fille de 4 ans est dans un état grave. Quelles normes de sécurité s'appliquent à ces structures? On verra cela dans un instant avec Alizé Boissin. Et puis, près d'un mois après sa disparition au Vernet, les recherches reprennent aujourd'hui pour retrouver le petit Émile. Périmètre élargi, nouvelles équipes cynophiles, drones. Nous ferons le point sur les moyens déployés pour retrouver l'éventuel corps de l'enfant. Mais tout d'abord, ce document BFM TV, le témoignage d'Eddy, ce jeune homme de 22 ans, victime présumée d'un passage à tabac et d'un tir de lanceur de balles de défense par la police début juillet dernier à Marseille, dans un contexte d'émeutes urbaines auxquelles il affirme ne pas avoir participé. Oui, un peu plus tôt sur notre antenne, le jeune homme, opéré plusieurs fois après de graves blessures à la tête, a livré sa version des faits et donné des nouvelles de son état de santé. Au réveil, après l'opération, je me suis rendu compte, entre guillemets, que c'était grave parce que autour de mon lit, il y avait la plupart de ma famille, mes proches, qui étaient en train de pleurer quand je me suis réveillé. Donc c'est là qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ensuite, peu après m'être réveillé, j'ai vu les médecins qui sont venus m'expliquer ce qui s'était passé du coup. Et même si en m'expliquant, il y a une prise de conscience qui est assez dure, mais petit à petit, en restant 3 semaines à l'hôpital, la prise de conscience vient peu à peu. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce soir-là? Quelle est votre version des faits? Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là, donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC. Quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque, il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les 4 en fait ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque, m'ont frappé avec leur gang. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Des violences policières, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps, mais en aucun cas j'en voudrais à l'ensemble des policiers, parce que quand nos parents, quand les proches ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils soient là. Non, c'est important de dire que la police est importante en France, parce qu'on se sent quand même mine de rien en sécurité. S'ils ne seraient pas là, ça serait un grand bordel. Hein. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis
ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Hein. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent et j'espère qu'aujourd'hui ils ont réfléchi vis-à-vis de l'acte qu'ils ont commis. Mais en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Ils sont importants en France et non, c'est important. Vous n'avez donc pas eu d'échange avec le gouvernement. Est-ce que vous recevez en revanche des témoignages de la part de la population, de la part d'anonymes, de personnes qui vous écrivent ou bien est-ce que vous êtes devenu en quelque sorte une personne un peu plus connue? Honnêtement, il y a un grand soutien de la population française, de tous les citoyens. Et honnêtement, il y a un soutien, une solidarité auquel je n'aurais pas cru autrefois. Aujourd'hui, je reste bouche bée de l'aide qu'on a, du soutien mental et du soutien psychologique. Et pas seulement moi, les autres victimes aussi. Donc c'est vraiment important pour nous de se sentir pesé un petit peu dans la balance. Et c'est très important d'être solidaires entre nous parce que voilà, ça nous aide, même si nos proches, nos amis sont là. Outre ça, de voir que les gens sont là pour nous aider, sont là pour nous comprendre, essayer de changer les choses avec nous, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je tiens à leur dire un grand merci, des plus sincères, parce que sans ce mouvement, on va dire, social, on n'en arriverait pas là où on en est. Bonjour Eddy Cid, vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO à Marseille. Tout d'abord, on aimerait avoir votre réaction à ces déclarations, ce témoignage de Eddy, vous l'avez entendu avec nous, notamment sur ce qu'il dit concernant la police, qu'il n'en veut qu'à un petit groupe de policiers et pas à l'institution entière. Écoutez, aujourd'hui, je me félicite du discernement que fait ce jeune. J'aimerais que certains pseudo-bien-pensants, certaines castes politico-médiatiques fassent de même, parce qu'on a eu tout son contraire depuis ces derniers temps. On a eu des visions totalement manichéennes. On a eu très peu d'intervenants comme preuve de tempérance. Il a donné des éléments de l'enquête, c'est son droit, effectivement, il est parti prendre là-dedans. Moi, je ne rentrerai pas dans le détail puisqu'il y a une instruction en cours, vous avez bien compris. Nous attendons effectivement la décision du juge d'instruction concernant la libération ou pas de notre collègue. C'est quand même la clé de voûte de l'apaisement de cette situation. Je rappellerai aussi que la justice suit son cours, qu'il y a eu 8 gardes à vue, qu'il y a eu 4 mises en examen, et que aujourd'hui personne n'enfreigne la justice ou le bon fonctionnement quel qu'il soit. Les policiers ont juste demandé, et je le rappelle, que la présomption d'innocence fonctionne pour eux comme tout autre citoyen français. Vous restez avec nous, Eddy Cid. Vincent Vantinghem est également sur le plateau avec nous, journaliste police-justice de BFM TV. Bonjour Vincent. 4 policiers de la BAC de Marseille avaient été mis en examen. Il y a 10 jours, l'un d'eux a été placé en détention provisoire. Ça avait créé la colère de nombreux policiers qui n'est toujours pas terminée. Où en est l'enquête confiée à l'IGPN, Vincent ? Eh bien, Eddy Cid le disait à l'instant, on est au stade de l'instruction et ça suit son cours. Le stade de l'instruction, on est bien conscient, c'est un juge d'instruction. On est sur un temps un peu plus long des investigations et selon nos informations, cette enquête, elle se concentre à l'heure actuelle sur l'exploitation, sur l'analyse des images de vidéosurveillance. Alors, on le sait, il y a notamment la caméra qui équipait un lieu de culte à proximité du lieu des faits qui a pu capter quelques images. On imagine que les enquêteurs sont en train de les visionner et de les analyser, tout simplement parce que dans cette affaire, et Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM l'avait révélé la semaine passée, les 4 policiers mis en examen ont très peu collaboré avec la justice, ils se sont montrés peu coopératifs. L'un des 4 mis en examen a reconnu qu'il y avait des violences lors de ces auditions, mais les 3 autres ont préféré garder le silence, ne pas répondre aux questions, indiquer qu'ils n'avaient pas de souvenir de la nuit ou alors qu'ils ne se reconnaissaient pas sur les photos ou les images que les enquêteurs pouvaient leur présenter. Donc on le voit, cette analyse des images de vidéosurveillance du quartier va être essentielle pour les juges d'instruction afin de tenter de savoir exactement ce qui s'est passé et d'où viennent les blessures qui ont été causées à Eddy. Par ailleurs, Vincent, l'agent qui a été incarcéré a fait appel de sa détention provisoire. La cour d'appel va bientôt se prononcer ? Oui, jeudi, pression maximale, on pourrait dire, sur les magistrats de la cour d'appel d'Aix, parce qu'on l'a vu, les raisons de cette grogne, de ce mouvement de colère des policiers, c'est le placement en détention provisoire de l'un des leurs. Jeudi, ce sont des magistrats donc de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui vont réexaminer ce dossier, non pas sur le fond, mais vraiment pour savoir s'il doit être maintenu en détention ou laissé libre ou sous contrôle judiciaire. On le sait, lors de la première audience, 2 motifs avaient été retenus pour le placer en détention provisoire. Le risque de pression sur la victime ou ses proches, on le voit, Eddy a parlé un petit peu partout, il a donné sa version des faits,
on imagine mal qu'il y ait encore des risques de pression sur lui. En revanche, le deuxième motif à invoquer, c'était le risque de concertation frauduleuse avec les autres protagonistes de l'affaire, notamment les autres policiers. Et on le rappelle, la plupart d'entre eux ont gardé le silence devant le juge d'instruction et les enquêteurs, donc ce risque, il est toujours prégnant. Comment sera-t-il analysé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence? Réponse jeudi avec une décision qui pourrait tomber dans la journée ou peut-être dès le lendemain. On suivra ça bien sûr sur BFM TV. Merci beaucoup Vincent. Edicide, il y a eu cette prise de parole de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui a estimé qu'un policier n'avait pas sa place en prison avant un procès. Il y a eu cette rencontre également de syndicats de police avec Gérald Darmanin. Où en est aujourd'hui la colère des policiers ? Écoutez, il y a deux mouvements distincts aujourd'hui qui s'entremêlent, effectivement, qui vont quasiment de pair, si je puis dire. C'est le fameux 562, donc ce qu'a appelé mon syndicat Unité GP Police Force Ouvrière, c'est-à-dire cette grève de l'initiative qui s'est répandue au niveau national maintenant. Mes collègues ne sortent que sur réquisition pour assurer la sécurité des biens des personnes, parce qu'effectivement, vous appelez à l'aide, il y aura toujours des policiers qui viendront. Ça, c'est le premier mouvement au niveau national. Et le second mouvement, c'est un mouvement effectivement de collègues qui ont été sidérés par ce qui s'est passé et qui ont été consultés des médecins, et des centaines de médecins ont décidé d'arrêter mes collègues pour des phases de burn-out, de dépression, d'anxiété généralisée. C'est un phénomène aujourd'hui qui fait au citage d'huile, difficilement quantifiable, car l'administration ne nous donne pas les chiffres, et il est compliqué d'en avoir une visibilité. Ce qui est certain, c'est que ça impacte effectivement énormément de services. En plus, on est en période de congé prévisionnel, il y a aussi, on est en pleine période estivale, donc c'est compliqué pour les endroits touristiques d'être aussi efficient que d'habitude. Seconde chose, je vais simplement expliquer qu'aucun policier ne se lève le matin en essayant, en faisant plaisir de mutiler des citoyens français, quels qu'ils soient auteurs ou victimes. Malheureusement, ça arrive. L'usage de la force est aujourd'hui inhérent aux forces de l'ordre, inhérent à notre pratique à certains moments, c'est parce à certaines personnes. Nous verrons si les magistrats estiment que la violence qui a été utilisée, elle était légitime ou pas, c'est tout l'enjeu. Maintenant, je rappellerai quand même que l'État, c'est le monopole de la violence légitime, et c'est pas parce qu'il y a des violences qui sont commises qu'à ce moment-là, il faut s'en offusquer. Malheureusement, c'est aussi comme ça que des fois on interpelle des individus qui ne se laissent pas faire et qui ne veulent pas effectivement laisser les choses se faire comme elles devraient se faire. Et l'idée, c'est la proportionnalité dans la réponse. C'est ce que nous faisons toute l'année, et c'est ce qui se passe heureusement effectivement sans un incident majeur tout au long de l'année. Par ailleurs, en ce qui concerne les faits dénoncés par le jeune Eddy, l'IGPN, la police des polices, enquête sur la base, on le disait tout à l'heure avec Vincent Mantighem, de vidéosurveillance. Comment expliquez-vous que certains de vos collègues mis en cause refusent toujours de coopérer à l'enquête ? Alors, vous savez, c'est assez impressionnant de voir effectivement que comment les fuites peuvent apparaître dans ce dossier. Nous, effectivement, en tant que syndicalistes, et mes autres collègues n'ont pas eu l'once d'un retour de l'IGPN, quel qu'il soit. Là, je vois que ça fuite un peu dans tous les sens. Je suis un peu estomaqué de ce qui se passe, vraiment, je pèse mes mots. Maintenant, sachez que s'ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient peut-être parce qu'effectivement, ils n'étaient pas concernés, ils ne se sentaient pas effectivement concernés, ils ne se sont peut-être pas reconnus parce que c'était une nuit d'émeute, c'est un climat insurrectionnel. Ce n'est pas une intervention de police secours dans un climat assez apaisé ou une vacation assez calme, c'était tout sauf le cas. Mes collègues avaient des instructions de dispersion d'individus, d'interpellation, donc c'était très compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que c'était quasiment 15 jours, 3 semaines après. Si effectivement, 48 heures après, mes collègues auraient dû rendre compte de certains faits, pourquoi pas. Mais depuis, il y a eu d'autres interventions de police qui ont eu lieu, d'autres nuits d'émeutes qui ont eu lieu. C'était la deuxième, il y en a eu 3 à Marseille, donc il y a eu une autre nuit d'émeute, effectivement, où les vacations étaient tout aussi compliquées. Il y a eu d'autres interventions de police secours compliquées pour mes collègues de la brigade anticriminalité de Marseille. Donc c'est audible, effectivement, que mes collègues n'aient pas eu un souvenir prégnant de cet instant-là. Peut-être que ça reviendra plus tard. Merci beaucoup Edicide d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Également dans l'actualité de ce lundi, les suites de l'accident survenu hier dans ce parc de loisirs de Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Un père de famille de 35 ans et sa fille de 4 ans ont été emportés lorsque la structure gonflable dans laquelle ils jouaient s'est envolée, les laissant dans un premier temps entre la vie et la mort. Le papa a finalement succombé à ses blessures. Il allait à la Fly. C'est à l'hôpital de la Timone à Marseille que la petite fille âgée de 4 ans a été admise en urgence absolue. Son père, âgé de 35 ans, n'a lui pas survécu à ses blessures. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la maman présente sur les lieux, qui a fait preuve d'un courage remarquable, ainsi qu'à tous les membres de la famille. Les condoléances du maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la commune où s'est déroulé l'incident. Hier, en plein après-midi, un père et sa fille jouent sur une structure gonflable. Sous le regard de plusieurs témoins,
L'installation s'envole pour s'écraser quelques mètres plus loin. On a tous vu d'un coup la structure donc au-dessus des arbres, elle était dans le ciel ici. Ça nous a tout de suite choqués. On a vu les 2 personnes inanimées par terre et d'entendre la maman dans cet état crier pour sa fille et le père, c'était horrible. Mais il y avait beaucoup de vent hier, il y avait beaucoup de vent. À l'arrivée des secours, le père et sa fille sont en arrêt cardio-respiratoire. Les 2 victimes sont évacuées dans 2 hôpitaux marseillais. Selon Météo France, des rafales de vent de plus de 50 km/h soufflaient sur Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ce dimanche. La structure gonflable se trouvait dans ce parc aquatique, installé sur un terrain de la ville. C'est un terrain communal qui a été mis à disposition de la société, qui avait des équipements de ce type-là qui fonctionnaient déjà par ailleurs et qui fonctionnaient très bien. Après, c'était le gérant et l'exploitant à s'assurer de toutes les conditions requises, notamment en termes de respect des normes en vigueur, pour que l'exploitation se passe au mieux. Le maire de la commune a indiqué qu'1 minute de silence sera respectée lors du conseil municipal ce mercredi en mémoire du père de famille et la mise en place d'une cellule psychologique destinée à prendre en charge les enfants présents, choqués par cet accident. Et suite à ce drame qui est survenu hier sur le parc aquatique Wonderland, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, M. Decanis, a décidé de mettre en berne le drapeau de la mairie, de respecter 1 minute de silence lors du conseil municipal de mercredi en mémoire du papa qui n'a pas survécu, ainsi que de mettre en place une cellule psychologique destinée à prendre en charge les enfants présents ou choqués par cet accident. Et dans cette affaire, le parquet de Draguignan a ouvert une enquête pour blessures et homicide involontaire. Denis Avakian est le directeur général de la société de location de matériel de divertissement Staranime. Il rappelle une règle importante d'installation de ce genre de matériel en fonction de la force du vent. Il y a une réglementation qui existe de toute manière qui nous impose une interdiction de gonflage au-delà de 38 km/h. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre de matériel au-delà de 38 km/h. Il y a une échelle de Beaufort qui nous sert simplement de repère. Après, les structures doivent être, bien évidemment, même s'il n'y a pas de vent, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bourrasque, qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de vent, d'un orage qui peut arriver à tout moment, toutes les structures doivent être ancrées au sol par les piquets qui mesurent au minimum 38 cm. Au-delà de ça, on doit aubaner si on peut pas, et en plus aussi ancrer, ou encore mettre du lestage supplémentaire selon la nature du sol. Et pour bien tous comprendre de quoi on parle, on fait le point avec vous, Alizé Boissin. Tout d'abord, que sait-on de la structure gonflable qui a causé cet accident ? Bien, écoutez, ce que l'on sait, c'est que cette sorte de château gonflable se trouvait sur le site éphémère de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume qui a donc ouvert cet été. La structure gonflable, elle pesait 1 tonne sur 20 mètres de haut et 20 mètres de large et elle s'est décrochée lorsqu'il y a eu une rafale de vent et on le sait, les victimes, les visiteurs qui étaient à l'intérieur de cette structure gonflable ont volé de plusieurs mètres et ont été sur plusieurs mètres. Alors il est trop tôt encore pour vous dire exactement les causes de l'accident. Il y a une enquête qui est en cours et vous le voyez sur les images. C'est une structure donc éphémère et qui a ouvert seulement cet été. Alizé, qui fixe les règles de sécurité des installations comme celle-ci ? Alors, c'est l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation qui dirige la norme, notamment qui encadre ces structures gonflables. La norme, c'est la 14960. Alors, quelques règles juste pour vous montrer ce que les structures gonflables doivent respecter. Par exemple, il faut qu'il y ait un filet de retenue pour délimiter la zone de jeu. Il doit aussi avoir un système d'ancrage pour fixer au sol la structure gonflable. Enfin, par exemple, la pression de l'air est extrêmement réglementée. Alizé, plus largement, plus globalement, comment sont encadrés ces parcs en ce qui concerne la sécurité des manèges ? Alors la sécurité des manèges, elle est encadrée par une loi qui date de 2008. Elle précise notamment que les manèges, les machines et installations pour les fêtes foraines ou parcs d'attractions sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement. Est-ce qu'il existe une différence entre parcs d'attractions et fêtes foraines ? Oui, absolument. En fait, il faut bien distinguer les parcs d'attractions, par exemple Disneyland, le parc Astérix, où il y a des structures là fixes. Là, il y a un contrôle quotidien, très régulier. Il y a même une maintenance, en fait, comme quand vous allez faire réviser votre voiture. Et, les parcs à structure fixe doivent aussi respecter des normes européennes. Contrairement aux fêtes foraines, là où les structures se démontent et se remontent en fonction de l'endroit où elles sont situées. Alors là, la loi précise que tout exploitant de manège, machine ou installation est tenu d'afficher le nom de l'organisme de contrôle et la date de la dernière visite de contrôle. Alors avant
l'ouverture d'une fête foraine. Le maire, les pompiers, une sorte de commission de sécurité se réunissent. Ils font le tour de l'endroit de la fête foraine. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des conclusions d'un rapport technique. Et enfin, c'est le maire qui prend la décision ou non de fermer le parc ou alors tout simplement d'ajuster certains manèges. Merci beaucoup Alizée pour ces précisions donc, sur ces règles qui encadrent la sécurité de ce genre d'attraction. Également dans l'actualité, dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucune nouvelle du petit Émile, 3 ans, a disparu il y a 3 semaines environ au Vernet. Et c'est dans le cadre de l'enquête que les recherches reprennent aujourd'hui avec de nouveaux moyens pour éventuellement retrouver un corps. Pierre Barbin est notre envoyé spécial au Vernet. La décision a été prise par les 2 juges d'instruction en charge de l'affaire. Les recherches reprennent en compagnie de 7 chiens spécialisés dans la recherche de cadavres ainsi qu'un drone de la gendarmerie nationale pour explorer les zones difficiles d'accès. Cela fait suite à 4 jours de recherche qui ont eu lieu la semaine dernière dans un périmètre de 5 km autour du lieu de villégiature du Petit Émile. Un périmètre qui est désormais élargi jusqu'à jeudi soir au minimum. Ce que l'on sait également, c'est que les enquêteurs ont ordonné à tous les agriculteurs de ne plus faire les foins dans les champs parce que ça pourrait effacer certains indices. En tout cas, l'accès au hameau du Haut-Vernet est toujours bloqué jusqu'à aujourd'hui normalement, mais c'est vrai que l'arrêté d'interdiction pris par la mairie pourrait être prolongé. Cela fait maintenant plus de 3 semaines qu'Émile a disparu. C'était le 8 juillet aux alentours de 17h15 et pour l'instant, il n'y a aucune trace pour retrouver l'enfant, le petit garçon de 2 ans et demi. 14h49 sur BFM TV. Tout de suite, c'est votre chronique, c'est les vacances et une alternative écolo à l'avion et au ferry pour vous rendre en Corse, le voilier. Vivez de bons moments devant votre programme avec le parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Votre programme avec Tuco Énergie, expert en installation de panneaux photovoltaïques. Plus d'infos sur tucoenergie.fr. Ok, larguez les amarres. C'est l'heure du départ pour le voilier Awake de la coopérative Sailcop. Destination la Corse depuis Saint-Raphaël dans le Var. À bord, 4 passagers dont Nicolas et son ami. Ils vont randonner une dizaine de jours sur l'île de Beauté. Entamer leur séjour de cette manière correspond à leur vision du voyage. Et c'est motivant de partir, de faire des traversées toute la nuit et d'arriver à un endroit sans avoir utilisé un moteur. C'est un peu comme les voyages à vélo, quoi. On se rend un peu plus compte de l'effort que c'est en fait d'aller d'un point A à un point B, quoi. Pour la navigation, c'est Pierre-Éric et Franck, 2 skippers expérimentés qui s'occupent des manœuvres. Ils peuvent emmener jusqu'à 10 passagers dans cette traversée, un mode de transport écologique qui souvent se transforme en petite aventure. Certains n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, donc de découvrir la mer. On est en Méditerranée, c'est une mer qui est très changeante. On peut avoir 0 vent, on peut avoir beaucoup de vent, on peut avoir une mer très calme, très agitée. Et puis par-dessus tout, on a des rencontres magnifiques avec des cétacés, des mammifères. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Contrairement à une traversée classique, il faut compter une vingtaine d'heures pour rallier la Corse contre 12 heures en ferry. Mais en voilier, ce sont les éléments qui décident. Après une nuit courte et agitée par la houle, au petit matin, tout est oublié ou presque lors du lever de soleil avec la Corse en toile de fond. On se dit on a de la chance de voir ça et on se sent fatigué aussi. On est un peu ballotté, l'estomac un peu ballotté. Mais c'est beau quand même. Ah oui, bien sûr, la beauté prend le dessus, sinon je serais retourné dormir. Des souvenirs plein la tête, pas de gaz à effet de serre. La formule séduit de plus en plus, mais cela reste cher. 250 € par passager. Les liaisons sont quotidiennes jusqu'à fin octobre. Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec le parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. C'était votre programme avec Tuco Énergie, expert en installation de panneaux photovoltaïques. Plus d'infos sur tucoenergie.fr. Et pour savoir si vous aussi vous pourrez vous rendre en Corse, envoyez de la météo tout de suite. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Bonjour, avant l'arrivée d'un fort coup de vent entre mardi soir et mercredi matin dans le nord-ouest de la France, on aura l'occasion évidemment de le surveiller. Eh bien, déjà beaucoup de monde dans le ciel avec de très nombreux nuages qui nous apportent des pluies parfois copieuses. C'est le cas en ce moment de la Bretagne à la Normandie en remontant vers les frontières du nord-est. Pour demain matin, eh bien, cette petite dégradation aura glissé dans l'intérieur du territoire entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est avec d'ailleurs des pluies toujours assez copieuses à caractère orageux. À l'arrière, ciel de traîne typique avec des nuages parfois menaçants, quelques ondées, toujours du vent notamment entre le Cotentin et la Côte d'Opale. À l'avant, le ciel va changer un tout petit peu avec l'installation d'un voile nuageux et ce vent qui restera sensible. On va de nouveau évidemment surveiller le risque d'incendie, notamment sur les départements qui bordent la Méditerranée. Dans l'après-midi, la perturbation face aux hautes pressions aura quasiment disparu. On trouvera quand même quelques nuages supplémentaires et déjà l'entrée d'une nouvelle dégradation dans l'ouest sur la Bretagne avec des nuages, avec des pluies et donc un très net renforcement du vent en soirée. Il sera, je vous le rappelle, à surveiller. Alors les températures vont dégringoler d'ici jeudi sur le territoire. On voit déjà le changement depuis quelques jours sur les régions du Nord. 14 degrés pour demain matin à Cherbourg, déjà 22 degrés pour Perpignan. Et dans l'après-midi, ça va baisser également sur les régions les plus au sud. 25 pour Bordeaux, 26 à Clermont-Ferrand et une vingtaine de degrés quand même tout au bout de la Bretagne. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. Une formation pour enfants de trouver le travail que vous aimez, ça vous tente? Solène, j'ai eu mon diplôme CAP Petite Enfance avec le Centre Européen de Formation et aujourd'hui, je suis animatrice en école maternelle. Clara, moi je suis auxiliaire de crèche. Isabelle, assistante maternelle à Lyon. J'ai eu mon CAP Petite Enfance facilement, en 8 mois. Je suis ravie d'avoir changé de vie professionnelle. J'ai pu étudier chez moi, à mon rythme. Le CEF, c'est un apprentissage complet et un suivi pédagogique personnalisé. Rejoignez-nous. Rendez-vous sur centreeuropéinformation.fr. centreeuropéinformation.fr. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Là, le chantier du siècle, ce soir à 21h10 sur RMC Découverte. Profitez longtemps des sons que vous aimez. En vous protégeant des agressions sonores. Grâce à leur forme anatomique, les protections en mousse Kies vous apportent confort et protection. Kies, qui prend soin de vous? Verichic vous offre des voyages extraordinaires jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable et partez à la découverte du monde avec Verichic. Séjournez en hôtel de luxe et profitez d'avantages exclusifs. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr et payez en 4 fois avec Floa. PixPay, c'est la carte de paiement des ados copilotée par les parents. Vous versez son argent sur sa carte, c'est instantané. Il apprend à gérer ses finances, vous suivez ses dépenses. Et en ce moment, découvrez nos éditions limitées One Piece. À commander dès maintenant sur pixpay.fr. Et pour vous, c'est quoi la mobilité plus abordable? Tant que j'aurai besoin de ma voiture, c'est de pouvoir contrôler mon budget auto. Dans les garages AD, nos forfaits entretien sont à partir de 79,90 €. Faites votre devis en ligne et prenez rendez-vous sur ad.fr. AD, c'est sûr. Optimus Prime, montez pas à pas cette réplique de grande taille du protagoniste de Transformers. Le numéro 1, 50 centimes d'euros chez votre marchand de journaux et sur altaïa.fr. Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur Aero et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique, accompagné d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9 900 €. Oui, 9 900 €. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Moi, j'ai économisé 9 175 € sur mon crédit immobilier. Moi,
380 € sur mon assurance auto. Et nous, 17 315 € sur notre assurance emprunteur. Moi, j'ai économisé 392 € sur ma mutuelle. Moi, 793 € sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur vos économies avec meilleur taux. Parce que votre chien fait partie de la famille, assurez-le. Santé Vet, leader de l'assurance santé animale, rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. Bienvenue chez Poltrone Sofa. Voulez-vous tester nos canapés dernière génération en les essayant vraiment? Avec la collection famille, la dernière génération est pour tout le monde. Essayez, c'est aussi réglable. Le canapé Venerano est à 1449 €. Regardez ce bel espace. Et le canapé Olza, avec lit coulissant, est à 959 €. La dernière génération, à ces prix-là, elle plaît à toute la famille. En plus, les modèles en exposition sont en livraison rapide. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel, Trivago. 0 €. Et oui, Sophie a financé intégralement sa formation avec son CPF. Elle a obtenu son diplôme CAP Petite Enfance avec le Centre Européen de Formation. Et elle a bénéficié d'une prise en charge à 100%. Vous aussi, vous pouvez obtenir votre diplôme CAP Petite Enfance financé intégralement avec votre CPF. Sophie a étudié chez elle, à son rythme. Et aujourd'hui, elle a un métier passionnant. Tapez centreeuropéenformation.fr. Découvrez vos droits CPF et si vous aussi, vous pouvez bénéficier d'un reste à charge à 0 €. centreeuropéenformation.fr. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. À 15 h, un homme de 35 ans a perdu la vie à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Il se trouvait hier dans une structure gonflable d'un parc de loisirs qui s'est envolé avec le vent. Sa fille, qui était avec lui, est grièvement blessée. Elle est à l'hôpital de la Timone à Marseille où nous serons dans ce journal. 32 blessés légers, le bilan du spectaculaire accident survenu hier à Cannes entre deux bus qui ont ensuite embouti une quinzaine de deux roues aurait pu être bien plus lourd. Nous retrouverons dans ce journal notre reporter Benoît Ruiz sur place. Ma vie a été bouleversée, le témoignage d'Eddy sur BFM TV. Cet homme de 22 ans accuse des policiers de l'avoir passé à tabac en marge d'émeutes à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il dit ne pas en vouloir à l'ensemble des policiers. C'est un drame qui a coûté la vie à un père de famille de 35 ans hier après-midi dans un parc aquatique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Dans le Var, il se trouvait avec sa fille dans une structure gonflable qui s'est envolée. Antoine Forestier, vous êtes devant l'hôpital de la Timone à Marseille, où se trouve la petite fille de 4 ans qui est grièvement blessée. Oui, cette petite fille qui est toujours dans un état d'urgence absolue. Le procureur de la République a communiqué à la mi-journée concernant son état de santé, indiquant que son pronostic vital était toujours engagé. Pour rappel, son père, âgé de 35 ans, est lui décédé des suites de ses blessures hier en fin de journée dans un autre hôpital marseillais. Ce père de famille et sa fille qui se trouvaient en fait dans un parc sur une structure gonflable. Cette structure gonflable qui s'est envolée suite à une bourrasque de vent. Ils se sont retrouvés à une cinquantaine de mètres. Ils ont été pris en charge par une vingtaine de pompiers sur place, en arrêt cardio-respiratoire, élitreillés ensuite vers ces hôpitaux marseillais. Le maire de la commune, qui a notamment réagi sur les réseaux sociaux et indiqué qu'il mettrait en berne les drapeaux de sa ville, qu'une minute de silence serait organisée au conseil municipal ce mercredi, et également que la cellule psychologique est mise en place pour tous les témoins de cet accident qui étaient eux aussi présents dans ce parc hier après-midi. Quant au procureur de la République de Draguignan, il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour blessures et homicide involontaire. C'est la gendarmerie qui est en charge de cette enquête. Merci pour ces derniers détails. Antoine Forestier avec Mathieu Lepeignet pour BFM TV. Une voisine qui habite juste à côté de ce site a assisté hier à la scène dans l'après-midi. Elle raconte les faits au micro de Tom Ferrara. J'étais dans le jardin, donc la maison juste derrière, avec mes 4 amis. Et on a tous vu d'un coup la structure donc au-dessus des arbres. Elle était dans le ciel ici, donc à 50 mètres de hauteur. Ça nous a tout de suite choqués. Et donc moi, on a vite fait le tour, on est vite venu voir. On a vu les 2 personnes inanimées par terre.
Et on est venu porter secours, aider les secouristes, tout ça, à essayer de soulever la structure pour regarder s'il n'y avait pas d'autres personnes dedans. Bon, il n'y avait personne, c'était très lourd à essayer de soulever parce que la structure, il y avait de l'eau et de l'air dedans, donc forcément voilà. Donc on a dû prendre des couteaux, des machettes, etc. pour essayer de la crever au maximum et heureusement il n'y avait personne. Donc le bilan était à deux victimes déjà quand même. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu, Mais il y avait beaucoup de vent hier, il y avait beaucoup de vent. Ouais, je suis un peu énervée de la situation et triste surtout pour la famille parce que j'ai tout vu et d'entendre la maman dans cet état crier pour sa fille et le père, c'était horrible. Avec nous en plateau, Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. Mélanie, l'enquête ouverte par le parquet de Draguignan a été requalifiée depuis la mort du père de famille. Elle est désormais ouverte pour homicide et blessure involontaire. Oui, parce qu'en fait, il va s'agir de déterminer si une responsabilité pénale peut être engagée s'il y a en fait eu des manquements dans cette organisation. Alors pour ce faire, on l'a vu sur ces images, l'enquête elle a débuté sur le terrain hier notamment. Les gendarmes qui ont commencé les constatations techniques, ils ont notamment fait un survol du parc en hélicoptère. Là, le but c'est de faire des prises de vue aériennes pour comprendre le fonctionnement du site. Et puis, il y a des constatations au sol qui ont également été effectuées. Les gendarmes, là, vont devoir déterminer l'état du château gonflable avant l'accident, quel était notamment aussi le type d'ancrage au sol, s'il a bien été réalisé. Et puis administrativement, là, ils vont vérifier, ces gendarmes, s'il y a eu des contrôles de sécurité qui ont été effectués. Et puis la météo également va pouvoir être étudiée par les enquêteurs. Les bourrasques de vent étaient-elles prévisibles? On sait qu'au-delà de 38 km/h, eh bien, ces structures gonflables doivent être démontées. Hier, ces bourrasques étaient équivalentes à environ 50 km/h. Donc encore une fois, est-ce que ces bourrasques étaient prévisibles? C'est l'une des questions de cette enquête. Et puis les gendarmes, enfin, vont pouvoir entendre de nombreuses personnes, que ce soit des auditions de témoins ou encore le propriétaire de la structure gonflable. En France, l'achat d'un château gonflable ou d'une autre attraction de ce genre est libre et ouverte à tous, mais les installations doivent tout de même répondre à un certain nombre de normes de sécurité européennes. Comme nous l'a précisé Stéphane Averti, directeur associé de C2J, fabricant de châteaux gonflables. Il propose des structures à des exploitants qui ensuite les installent. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les victimes et leurs familles dans le cadre de ce terrible événement. Pour répondre à votre question, donc nous, C2J, aujourd'hui, on est le seul et unique fabricant de jeux et structures gonflables en France. Donc on s'assure, au travers de notre processus de fabrication, que la fameuse norme EN 14960, dont vous entendez parler depuis quelques temps, est respectée, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de points d'ancrage sur nos structures, que nos hauteurs de murs sont conformes de manière à ce que les enfants ne chutent pas. Et ensuite, et vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la manière de transmettre à nos clients, on leur délivre une attestation de conformité et une notice d'utilisation qui, effectivement, précise que tous les points d'ancrage doivent être fixés avec, en l'occurrence, je pense que c'était le cas dans l'événement que vous décrivez, avec ce qu'on appelle des gros piquets, des sardines qui, à minima, doivent faire 38 cm de longueur. Concernant la force du vent, quelle puissance de vent ça peut surmonter et supporter ce genre de structure? J'aurais tendance à dire la règle est claire. Elle est claire, elle est écrite dans cette norme. C'est un maximum de 38 km/h pour ne pas prendre de risques, soit une échelle 5 sur l'échelle de Beaufort. 5 sur combien? Parce que là, justement, Météo France rappelle qu'hier, le vent soufflait à 55 km/h. On est donc au-delà de la limite que vous citez, des 38 km/h, dans cette partie du Var hier. Ça avait donc de quoi emporter cette structure. C'était prévisible, selon vous? Alors, prévisible, je ne sais pas, risqué, clairement. Donc il fallait ne pas ouvrir la structure, par précaution. Je vous redis, la règle est écrite, on donne des préconisations à nos clients. Je pense que j'ai vu également une interview d'un exploitant il y a quelques jours qui vous a confirmé exactement la même chose que moi, c'est au-delà de 38 km/h. Pensons que c'est pas raisonnable. Mmh. Qui vérifie par ailleurs si tout est correctement installé une fois que l'attraction, l'animation est mise en place? Est-ce qu'il y a des contrôles? Alors le contrôle, il n'est plus dans les mains du fabricant que nous sommes. Là, il est dans les mains de l'exploitant qui, lui, de son côté, doit faire passer des organismes de contrôle type APAV ou autres pour s'assurer qu'il exploite dans des conditions de sécurité tout à fait normales et acceptables. Alors là, on parle d'une structure de 20 mètres sur 20. Ça pèse combien, ce genre de structure?
À plus d'une tonne. À plus d'une tonne. Est-ce que vous avez, dans votre connaissance de professionnel, est-ce que vous avez déjà eu écho d'autres incidents survenus de cette sorte? En France, non. En France, non, clairement. 15h07, dans l'actualité également, ce spectaculaire accident de bus survenu à Cannes. Hier, vers 19h, un bus en a percuté un autre avant d'emboutir des deux roues. Au total, 32 personnes ont été blessées. On s'oriente vers un problème technique sur le bus. Les précisions à Cannes de Benoît Ruiz. La pédale d'accélération de ce bus est-elle restée coincée? C'est l'une des hypothèses. L'enquête menée par la Sûreté urbaine de Cannes devra le confirmer. Alors que s'est-il passé hier en fin d'après-midi ici sur ce boulevard de la Pentiron? En fait, le bus est arrivé du fond du boulevard, une chevauchée un peu folle, un bus lancé à 60 km/h. Il a croisé la route d'un autre bus et c'est en croisant ce bus que la majorité des personnes ont été blessées légèrement à l'intérieur du bus, notamment avec des éclats de verre sur eux. Alors, le bus, lui, il a terminé sa course folle. Ici, vous le voyez, au milieu des deux roues, littéralement pulvérisé lorsqu'il a tenté de s'arrêter, évidemment. Alors, au milieu des Cannois, au milieu des touristes, évidemment, grosse frayeur pour la plupart d'entre eux. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Ils sont au micro de Christopher Lhomme. On a vu le bus arriver à toute vitesse sur le sens inverse. Il est passé à 60-65 km/h. Et on a entendu des gros booms et là il est rentré sur tous les scooters. Là il y a mon scooter épave là. 5 minutes avant, oui, j'ai été chercher des pièces dans le coffre, donc j'aurais pu faire partie d'être écrasé quoi. En fait j'étais sur la trajectoire du bus et d'un coup je bifurque. Quand je le vois arriver, quand j'ai vu qu'il ne rentrait pas dans l'autre bus, et là je commence à courir, j'ai sauté, là j'ai dit il va peut-être m'écraser ou quoi que ce soit. Et là il y avait plein de monde qui commençait à courir et moi je commençais à avoir des vertiges et tout ça. Et après je vois les pompiers qui arrivent, mais après ils m'ont embarqué et tout ça et c'était vraiment un choc quoi. Les 32 personnes blessées ont été réparties dans les différents hôpitaux de la région, mais de l'avis de tous, c'est un véritable miracle qu'il n'y ait eu aucune personne décédée à l'issue de cet accident spectaculaire hier soir à Cannes. Ce témoignage à présent sur BFM TV, celui d'Eddy, ce jeune homme de 22 ans à qui on a dû retirer une partie du crâne. Victime d'un tir de LBD, il accuse les policiers de l'avoir passé à tabac dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge des émeutes à Marseille. Il dit aller mieux et a donné sa version des faits. Écoutez. Moi j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. Mais je m'estime heureux d'être là. Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là. Donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC. Quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque, il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les quatre en fait, ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque, ils m'ont frappé avec leurs gants. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Dans cette affaire, 4 policiers sont soupçonnés d'avoir frappé Eddy. L'un d'entre eux est incarcéré depuis le 21 juillet, ce qui a provoqué la colère de policiers dans de nombreux commissariats. Bruno Bartosetti, du syndicat Unité SGP Police FO, a réagi aux propos d'Eddy sur notre antenne. Vous êtes en train de me parler de l'institution police avec une affaire qui est en cours et avec un témoignage chargé d'émotions. Donc ça m'est difficile de répondre d'une manière générale. Alors je vais commencer par les émotions.
que je comprends. À partir du moment où on a quelqu'un de blessé qui témoigne, c'est toujours chargé d'émotions. Et c'est vrai que je réponds régulièrement que nous avons des centaines de policiers qui ont été blessés, qui se sont fait tirer dessus à balles réelles pendant ces émeutes. Et là, il n'y a pas de témoignage et on n'entend pas l'émotion des policiers. Des policiers toujours remontés malgré leur rencontre avec Gérald Darmanin. Exemple à Béziers, ce week-end, tous les agents étaient absents. On parle ici des policiers nationaux. La police municipale a fonctionné normalement. Théo Bassilana et Emma Alonso. Un samedi soir que les habitants n'ont pas envie de revivre. Une nuit sans police nationale dans les rues. Seulement 2 agents dans les locaux du commissariat. Ici, les Biterrois confient leur inquiétude quant à l'insécurité dans la ville. Le soir, à partir d'une certaine heure, je reconnais que je ne sors pas. C'est quand même une ville qui craint un peu la nuit. Ah, moi je comprends à 200% qu'ils en aient marre. La police, surtout dans notre époque, elle est très dénigrée. On espère que voilà, ça va pas être comme ça longtemps, quoi. Depuis l'incarcération d'un de leurs collègues à Marseille, la quasi-totalité des policiers de Béziers se sont mis en arrêt maladie. Mais ils se justifient. Selon eux, leurs conditions de travail sont devenues trop difficiles. Ils ne se sentent plus aptes à poursuivre leur mission. Lorsqu'ils quittent leur domicile le matin pour prendre leur service, ils ne savent pas si le soir ils seront à la maison ou en détention. Et c'est ça qui a miné le moral de mes collègues. Parce que ces placements en détention sont non seulement jugés injustes, mais complètement incomprises, puisqu'elles ne sont pas motivées par des motifs impérieux. La mairie a renforcé ses effectifs municipaux, 110 au total, pour pallier l'absence de police nationale. Mais l'inquiétude grimpe. Dans 15 jours, c'est le début de la feria. Et de nombreux arrêts maladie prennent fin après cet événement. Imaginez une feria sans présence de policiers nationaux. Je ne sais pas si vous voyez le problème. À Béziers, c'est quoi 700, 800, 900 000 personnes en 4 jours. Il faut de la police. Dans le département, d'autres villes sont concernées par ces arrêts maladie. Montpellier, Sète et Agde, là où 97% de l'activité policière est paralysée. À noter que la situation s'est améliorée légèrement aujourd'hui, même si les effectifs restent réduits. Dans l'actualité également, cette dernière information concernant les impôts. Bonne nouvelle, si vous n'avez pas encore fait, le délai de déclaration des biens immobiliers est rallongé d'un jour, c'est-à-dire jusqu'à demain inclus. Information donnée ce lundi après-midi par le ministère de l'économie et des finances. Bonne nouvelle. La chronique éco, justement, tout de suite. Entreprendre et construire un climat d'avenir. Votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour Pierre Kupferman. Bonjour Pierre. Alors on est à un an maintenant des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Et cette question, est-ce que la capitale a retrouvé son aura d'antan auprès des touristes ? Alors, les derniers chiffres dont on dispose sont ceux d'Atout France. Ils portent précisément sur les arrivées de touristes étrangers en France, par avion. Et pour les 3 premières semaines de juillet, on voit qu'on est quand même encore 15% en dessous du niveau d'avant la crise Covid. Ce qui veut dire que pour retrouver ce niveau de 2019, il faudrait qu'il y ait une cinquantaine de milliers de touristes étrangers en plus chaque semaine. 50 000 touristes par semaine, c'est pas rien. Non, effectivement, d'autant que cet été, les Français qui ont choisi de partir à l'étranger sont un peu plus nombreux. Mais le problème, il est quand même bien identifié. C'est la clientèle asiatique qui manque à l'appel. Les Chinois, évidemment, 2 tiers de moins qu'en 2019. Mais vous avez aussi les Japonais, moitié moins, et les Sud-Coréens. Et puis, il y a des touristes, justement, asiatiques qui reviennent souvent de France avec beaucoup de produits, des produits de luxe, notamment. Vous avez raison. Et cette clientèle, elle manque encore cruellement aux grands magasins parisiens. Même si, dans le même temps, il y a cet été davantage d'Américains, beaucoup plus de Canadiens qu'en 2019. Ce sont des touristes qui sont venus cette fois avec un dollar plus fort qu'il y a 4 ans, si on compare avec l'euro, et qui sont donc quand même en mesure de dépenser davantage. Donc Pierre, 15% de touristes étrangers de moins qu'en 2019, ça ne veut pas dire 15% de rentrée financière en moins? Absolument pas. On n'a pas encore les chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, déjà, avec toujours ce fort déficit en touristes asiatiques, eh bien, les recettes ont dépassé déjà le record de 2019, 58 milliards quasiment. Les professionnels du tourisme, en fait, ils ont sensiblement relevé leurs tarifs, ce qui a permis de compenser en fait ce fort déficit en touristes asiatiques. Et puis donc pour cette année 2024, l'année prochaine, on peut tabler sur une arrivée massive donc de touristes étrangers et un nouveau record. Écoutez, c'est assez probable puisqu'on attend quand même 15 millions de touristes rien que pour cet événement.
avec d'ailleurs des prix pour l'hébergement qui s'envolent en Ile-de-France, puisque sur Airbnb et sur les autres plateformes de location, de logement, de chambres pour une semaine ou quelques jours, eh bien vous avez déjà des nuitées qui s'annoncent 6 fois plus chères qu'à l'ordinaire, à tel point d'ailleurs que le ministère du Tourisme a obtenu de ces grandes plateformes qu'elles mettent en place un système d'alerte pour que, quand le prix proposé est anormalement élevé par rapport aux autres, celui qui s'apprête à dire oui ou non soit informé que ce prix est quand même anormal. Et ça, évidemment, on n'empêchera pas les étrangers de payer le prix affiché, mais ça devrait quand même les inciter à comparer davantage pour éventuellement trouver moins cher. Merci Pierre. Merci. Entreprendre et construire un climat d'avenir. C'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. À 15h17, la guerre en Ukraine avec des documents inédits. 2 vidéos, vous allez voir, filmées par des drones ukrainiens ces derniers mois et qui montrent des soldats russes se suicider au combat. S'agit-il de cas isolés? Comment l'expliquer? C'est une enquête de nos envoyés spéciaux. Benoît Ballet était au toucher. C'est au volant de son pick-up, dans la nuit noire de l'Est ukrainien, que Yevhen revient d'une longue journée sur le terrain. C'était trop calme aujourd'hui, vraiment trop calme. On s'attendait à voir l'ennemi, à observer des engins ennemis. On a scruté jusqu'à 7 km de front, mais ils ne sont pas venus. On leur avait promis une bataille, mais ils ne se sont pas montrés. Aujourd'hui, c'était très calme, mais ce n'est pas toujours comme ça. Un jour de mars dernier, en particulier, a marqué les hommes de cette unité. Les Ukrainiens sont sur le point de conquérir une tranchée ennemie dans la région de Bakhmut. Blessé par l'explosion, ce soldat russe vient de prendre une décision irréversible. Il retourne son arme contre lui et s'apprête à appuyer sur la gâchette. 4 mois plus tard, nous retrouvons le pilote du drone à l'origine de cette vidéo. Devant ces images qu'il ne connaît que trop bien, cet homme s'autorise d'abord à nous parler avec son cœur. On a d'abord été surpris et choqués. Avant que la guerre ne reprenne le pas sur ses propos. Qu'est-ce qui vous a choqué? Eh bien, ça n'arrive pas tous les jours qu'un Russe se tire une balle. Il a réalisé qu'aucun secours n'arriverait jusqu'à lui et qu'il allait mourir dans la douleur, dans ce terrier devant lequel des corps de soldats russes étaient déjà entassés. Il a compris qu'il allait devenir l'un d'entre eux. Il y a plusieurs semaines, un obus de mortier russe a blessé Andriy au mollet. Un de ses camarades est décédé malgré la proximité des secouristes de son armée. Pour cet ancien comptable, Ukrainiens et Russes n'ont rien de comparable. Dans notre armée, même si l'évacuation paraît impossible, nos gars y vont quand même. Aucun de nous n'est laissé dans le pétrin. Et dans le cas de cette vidéo, c'est assez évident que personne n'est venu à la rescousse, que personne n'est venu aider. Ces soldats, ils étaient seuls là-bas. Ils y avaient été envoyés pour servir de chair à canon, pour mourir. D'autant que cet homme n'est pas le seul à avoir filmé un soldat russe se tuer. Une seconde vidéo, enregistrée en mai par une autre brigade ukrainienne, montre une scène similaire. L'ennemi, blessé, n'est pas secouru par les siens et choisit lui aussi de mettre fin à ses jours. On a fait face à de nombreuses situations comme celle-ci. Depuis l'intérieur de la base arrière de son unité, Yevhen nous décrit un phénomène loin d'être isolé. Il y a eu des fois où, quand nos soldats ont pénétré des positions russes, on s'attendait à voir des blessés. Et on a trouvé des hommes de Wagner qui tenaient sur eux une grenade pour se tuer. On a rencontré beaucoup de situations comme celle-ci. D'après ce pilote de drone, de nombreux soldats russes préfèrent se suicider plutôt que d'être faits prisonniers. Ce qui les empêche de se rendre, c'est la propagande. J'en suis certain. La propagande en Russie est si forte qu'elle est capable de retourner le cerveau de ces hommes. Ils croient fermement que si on les capture, on va les humilier, on va leur couper la tête. Je ne sais pas ce que leurs officiers leur racontent, mais ils y croient. À suivre, le témoignage d'Eddie sur BFM TV, amputé d'une partie du crâne après avoir été blessé en marge des émeutes début juillet. Ce Marseillais de 22 ans dit ne pas en vouloir à tous les policiers.